notamment, doit rendre ses conclusions aujourd'hui. La grippe aviaire pourrait toucher le département des Landes à l'approche des fêtes de Noël. Un élevage de canards fait l'objet de fortes suspicions de la part des autorités. Et puis la situation des pêcheurs français, point de blocage des derniers jours de négociations sur le Brexit entre les Européens et les Britanniques. La France pourrait utiliser son droit de veto sur ce dossier. Tout de suite, le sénateur du jour. Et le sénateur du jour est centriste, il est élu du département des Hautes-Alpes. Bonjour Jean-Michel Arnaud. Bonjour. Alors bienvenue dans notre émission Bonjour chez vous, bienvenue car vous êtes nouveau sénateur, vous avez été élu il y a 2 mois donc aux élections sénatoriales. On ne vous connaît pas encore très bien, vous faites partie de la commission des finances du Sénat, vous êtes exploitant agricole de profession et vous avez été maire de Tallard, petite commune des Hautes-Alpes. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être sénateur ? Quelles sont vos motivations ? D'abord, le sens de l'engagement au service des gens et du territoire. Je suis élu municipal depuis plus de 20 ans et mes collègues maires ont, depuis 2000 ans, fait le choix de me confier leur destinée au sein de l'association départementale des maires. Donc venir dans la Haute Assemblée, qui est d'abord et avant tout l'Assemblée des territoires de France, paraissait naturel pour pouvoir probablement porter aussi la parole d'un département, les Hautes-Alpes, dans les Alpes du Sud, dans la région Sud Provence-Côte d'Azur, qui a besoin d'être mieux entendu à Paris et dont les difficultés, les projets aussi, doivent être mieux compris par l'exécutif et je crois qu'en travaillant avec notamment les élus des massifs de France, nous avons vocation à mieux faire comprendre les enjeux de nos territoires. Et on va en parler notamment de cette incompréhension des élus et des acteurs de la montagne sur les mesures sanitaires. On va d'abord revenir sur l'actualité du week-end et sur ces violences en marge des manifestations contre l'article 24 de la loi sécurité globale, avec toujours ces images de casseurs, de black blocs qui brûlent des voitures, qui pillent des banques. Et au final, on n'arrive pas à les arrêter. Comment vous l'expliquez ? Bon, d'abord, il y a une violence latente, sourde dans le pays, qui évidemment n'a rien à voir avec les violences urbaines, avec des groupuscules organisés pour casser. Ils étaient déjà présents sur les manifestations précédentes, les Gilets jaunes. En début ou en fin de chaque manifestation, ou presque, notamment à Paris, on les voit. On les voit également à Bordeaux, très violents. Donc je crois qu'il faut que les services territoriaux de la police fassent davantage leur travail en proximité pour les débusquer. Et il faut également, lorsqu'ils sont non seulement débusqués, mais arrêtés, il faut que la réponse pénale soit à la hauteur des dommages qu'ils font subir aux biens, parfois aux personnes, car je le dis aussi avec force et engagement, les commerçants, les professionnels des centres-villes n'ont pas à subir tous les samedis à l'occasion de manifestations de cet ordre-là, les violences qui, en plus du Covid, en plus des difficultés économiques, portent atteinte à leur outil de production et leur outil commercial. Effectivement, les commerçants subissent également toutes ces violences. Alors, au-delà des Black Blocs, il y avait quand même des milliers de manifestants ce week-end pour s'opposer à cet article 24 de la loi de sécurité globale, notamment sur la diffusion malveillante des images de policiers en intervention. La colère continue contre cet article et maintenant, ce texte, cette proposition de loi sécurité globale est au Sénat. Les sénateurs sont en train de travailler sur ce texte en commission. Et d'ailleurs, votre collègue centriste, le rapporteur de ce texte, Loïc Hervé, pose la question d'une suppression de l'article 24. Ça peut être une solution ? Oui, ça peut être une solution. Au fond, dans cette affaire, le président de la République, avec un retard certain, est lui-même porteur d'un retrait, puisqu'il a demandé au Premier ministre de retravailler dans un premier temps avec une commission Théodule. Le président Larcher a dit les choses telles qu'elles devaient être faites au titre de l'article 24 de la Constitution, c'est au Parlement d'en décider. Et il s'avère que c'est au Sénat, puisque ce texte a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, d'en décider. Et la proposition de mon collègue Loïc Hervé est une proposition qu'il faut effectivement étudier. Et je crois qu'aujourd'hui, le droit tel qu'il est présent aujourd'hui dans notre République permet de faire face aux objectifs fixés, objectifs d'ailleurs légitimes, protéger les policiers tel que le souhaite le ministre Darmanin. Mais protéger les policiers, bien évidemment, c'est un objectif que nous devons non seulement partager mais soutenir, mais nous devons aussi protéger la liberté de manifester. Donc je crois que c'est un point d'équilibre qu'il faut trouver, tout comme la liberté d'informer du côté des journalistes. Et je crois que le Sénat, dans sa sagesse, le sénateur Loïc Hervé, d'autres aussi de la Commission des lois, trouveront les solutions parce que nous sommes à la fois responsables et lucides sur la situation du pays.
Alors sur cette relation entre les citoyens et la police, Emmanuel Macron a eu des mots très forts vendredi dans son interview aux médias en ligne Brut. Il a dit oui, il y a des contrôles aux faciès dans la police et d'ailleurs il va lancer une plateforme de signalement des discriminations. Alors plus largement que dans la police, mais en tout cas, il l'a dit, il y a des contrôles aux faciès dans la police. Ça veut dire qu'il y a du racisme dans la police? Je crois que la police, elle est comme tous les corps d'État, comme la société. C'est-à-dire qu'il y a des dérives racistes dans la société et je ne confonds pas les policiers avec la police ou la police avec les policiers. Je crois que ce qui est important, c'est quand il y a des brebis galeuses, donc quelque institution que ce soit, il faut qu'effectivement elle soit d'abord démontrée, qu'elle soit révélée et ensuite qu'elle soit exclue. Et parallèlement, je le redis, les libertés publiques sont précieuses. Je crois qu'il y a en ce moment beaucoup d'atteintes aux libertés publiques, collectives et individuelles, dans une république qui est attaquée par des extrêmes, attaquée par la crise économique, attaquée par la crise sanitaire. Nous devons, particulièrement au Sénat, être le garant des libertés publiques. Et je crois que le travail des sénateurs, c'est évidemment de travailler dans ce sens-là. Et nous serons à la fois force de proposition et force de responsabilité sur la gestion de l'article 24 lorsque cet article 24 sera discuté dans le cadre de la loi globale sécurité devant la Haute Assemblée. Jean-Michel Arnaud, on va évoquer un sujet qui vous tient à cœur. Eh bien, il s'agit des acteurs de la montagne pendant cette crise de la Covid-19 et notamment de la décision du gouvernement de fermer les remontées mécaniques pendant les fêtes de Noël, alors que normalement on va dans une période de déconfinement. La mobilisation, là encore, se poursuit contre cette décision avec des manifestations dans les territoires de montagne tous les week-ends. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va céder? Enfin, moi, je crois d'abord qu'il faut rappeler des principes. Les principes, ce sont des principes de liberté. Liberté d'aller venir, liberté d'entreprendre, liberté de la libre administration, donc des collectivités locales. Sur ces trois sujets, 25 collectivités de France, régions, départements, soutenues par 19 associations départementales de maires disposant sur leur territoire de remontées mécaniques, ont décidé de faire un recours devant le Conseil d'État au titre d'un référé liberté. Parce que notre activité économique en dépend. Parce que, contrairement à ce que nous entendons ici ou là, l'activité de sport d'hiver n'est pas qu'une activité de riches. Elle est d'abord une activité vitale pour les territoires concernés. Nous avons 350 stations en France. Dans ces 350 stations, beaucoup de stations villages, notamment dans mon département, les Hautes-Alpes. Stations villages qui regroupent des activités de saisonniers, des activités de pluriactifs, agriculteurs travaillant comme pisteurs une partie de la saison d'hiver, et des activités de commerçants, et derrière, toute une activité de service adossée à l'économie de la neige. On ne peut pas, alors que les courbes s'infléchissent actuellement, laisser à l'agonie des territoires dont une partie de l'activité est dans mon département, les Hautes-Alpes, une activité très massive est liée à l'activité de la neige. On a déjà eu le premier confinement. On a eu un été qui a été plutôt positif puisque l'activité saisonnière d'été a été bonne. L'activité d'hiver est vitale. Elle est d'autant plus vitale que quand bien même les remontées mécaniques seraient fermées, par obligation et décision de l'État, tout le travail de préparation des pistes est déjà en cours, c'est-à-dire que les frais sont engagés. Et nous ne cherchons pas des subventions, nous ne cherchons pas des aides. Nous nous battons pour que les gens travaillent et puissent accueillir dans des conditions et avec un protocole sanitaire précis, travailler depuis des semaines nos clients. Et ce que je regrette avec l'association et les associations de maires qui se sont portés dans cette affaire-là, c'est que le plan et le protocole sanitaire sur lequel nous avons travaillé a été jeté à la poubelle du jour au lendemain. C'est un mépris du travail qui avait été fait par les professionnels de la montagne. Jean-Michel Arnaud, on va continuer à parler de ces conséquences économiques d'une telle mesure sanitaire. Et on va retrouver Chantal Carlioz, la vice-présidente du département de l'Isère, en charge du tourisme de la montagne et des stations. Bonjour Chantal Carlioz. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors justement, vous souhaitiez alerter sur les conséquences économiques pour l'emploi d'une telle mesure de fermeture des remontées mécaniques pendant les fêtes. Oui, j'ai reconnu à l'image la manifestation qui s'est tenue récemment dans le département de l'Isère. Donc la montagne française, la France est dans le top 3 du ski mondial. Ça représente 120 000 emplois directs. On sait qu'un euro dépensé dans les forfaits, c'est 7 euros dépensés globalement. Donc on peut multiplier le nombre d'emplois facilement par 2, voire plus. C'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 10 millions de touristes, dont 7 millions de skieurs. Et donc lorsqu'on le Premier ministre parle de bol d'air, je crois qu'il faut plutôt parler de poumon économique. Et par ailleurs, si on veut aider la montagne à sortir du tout ski,
il faut lui donner des capacités d'investissement. Et ces capacités d'investissement lui sont données notamment par la taxe des remontées mécaniques. Donc, il faut plus de ski pour plus d'investissement dans la diversification pour une montagne plus durable. Alors Chantal Carlioz, il y a quand même un sujet sanitaire. Comment on fait pour ouvrir ces pistes de ski, ces remontées mécaniques, sans créer des clusters pendant les fêtes ? Oui, alors déjà, lorsque on skie, on a tous l'image du skieur. On est ganté, masqué, casqué, on tient les distances pour pas se télescoper. Mais au-delà de ce clin d'œil, on ne négocie pas avec la crise sanitaire. Et donc, nous voulons aller plus loin. Et cela a été dit à cet instant. Nous avons proposé un protocole sanitaire de 60 pages, qu'on est à sa 10e version. On propose des centres de dépistage de proximité. On propose de faire des tests antigéniques auprès du personnel. On propose de mettre en place également des centres d'isolement dès qu'un cas est avéré. Donc tout un arsenal, y compris le couvre-feu, qui aurait permis d'envisager les remontées mécaniques ouvertes pour mieux gérer des flux dont on sait qu'à Noël, par exemple, ils seront moindres. On serait plutôt à 30% contre 70% de fréquentation habituellement. Donc moins de flux, moins de traumatologie en urgence. Donc oui, on aurait pu envisager les ouvertures des remontées mécaniques pour sauvegarder l'emploi. Alors, admettons que le gouvernement ne cède pas sur cette fermeture des remontées mécaniques, en tout cas cette fermeture aux skieurs. Il y aura quand même des touristes dans les stations pendant les fêtes. Oui, alors que l'on soit vacancier en montagne ou ailleurs, ou qu'on soit habitant ou touriste, je crois qu'on est toujours aussi responsable de sa santé et de celle des autres. Donc il faut de toute façon respecter les gestes sanitaires. Et puis je crois qu'il faut aussi dire qu'à la veille de Noël, lorsqu'on voit les transports, les rues et les magasins bondés, eh bien on peut se dire que la montagne est plus victime de la pandémie que responsable d'une éventuelle recrudescence du virus. Et par ailleurs, la montagne s'est proposé autre chose que le ski. Nous avons des activités nordiques qui sont autorisées. Il y a des stations thermales dans les stations de ski. Et puis, la plupart des stations de ski appartiennent à des territoires que sont des parcs naturels régionaux ou nationaux. Et que donc la plus belle activité qu'on peut avoir, dans cette période dramatique, c'est de se ressourcer à soi-même et à la nature. Donc, faisons en sorte que la montagne puisse continuer à produire ses bienfaits, qu'elle puisse continuer à être bienveillante et accueillante. Faisons en sorte de sauver l'hiver pour justement garder cette montagne vivante. Et je peux vous dire que pour défendre cette cause, eh bien, nous avons l'Union sacrée des montagnards aujourd'hui. Merci beaucoup Chantal Carlioz pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du département de l'Isère en charge du tourisme. Merci beaucoup. Jean-Michel Arnaud, Merci. On l'entend, la saison ne va pas être complètement sombre pour les stations car il y aura des touristes pendant les fêtes et les pistes vont peut-être ouvrir en janvier. Oui, enfin j'entends surtout ce qu'a dit Madame la vice-présidente, c'est l'Union sacrée des montagnards. Mais pas que, c'est l'union sacrée de celles et ceux qui aiment des espaces de pleine nature, des espaces qui sont accueillants. Et le début de saison est prometteur, puisque nous avons des chutes de neige, notamment dans les Hautes-Alpes, significatives depuis quelques jours. Donc nous nous battons. Nous avons, avec notamment près de 60 sénateurs portés par le sénateur Vial, Loïc Hervé, Dominique Estrosi Sassone et moi-même, demandé une entrevue au président de la République. Le président de la République a décidé, faisant fi des protocoles discutés, de suspendre le fonctionnement des remontées mécaniques. Je pense que dans le système actuel de la République et dans le mode de fonctionnement des institutions, ce que le président fait, il peut défaire. Et donc, nous demandons un entretien et j'espère que dans les prochains jours, soit par la décision du président de la République, soit par la décision du Conseil d'État, les lignes pourront encore bouger. Jean-Michel Arnaud, on va aborder l'actualité parlementaire pour voir ce qu'il se passe au Sénat, car en ce moment, le budget 2021 est débattu au Sénat. On voit ça avec notre chroniqueur parlementaire, Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Alex, bonjour Jean-Michel Arnaud. Alors Steve, vous revenez pour nous sur l'adoption par les sénateurs du budget pour l'emploi dans le cadre du budget 2021. Oui, crise sanitaire actuellement, mais aussi crise sociale qui s'accentue. Quelques chiffres, Alex, sur
Précisément cette crise sociale, malgré les aides de l'État, déjà plus de 35 000 licenciements ont été annoncés depuis le mois de septembre. Le pire est même sans doute à venir selon les économistes, à en croire la Banque de France. Le chômage pourrait exploser et atteindre 11% au premier trimestre de l'année prochaine, raison pour laquelle la mission emploi du budget 2021 est importante. Mission adoptée vendredi par les sénateurs, mais qui est jugée peu lisible, c'est-à-dire éparpillée entre plusieurs ministères. La critique fait consensus, elle est partagée par la gauche, par le centre et par la droite de l'hémicycle. Écoutez Jérôme Bacher. Tout votre budget, en vérité, ce sont les exonérations de cotisations sociales. Voilà le cœur de la politique de l'emploi de la France depuis les années 90. Alors, ce budget, cette mission que nous examinons, ce sont en fait d'essayer de boucher, ici et là, les trous dans la raquette d'une politique structurelle de l'emploi. Alors Steve, concrètement sur le fond de l'emploi, qu'est-ce que propose ce budget 2021 ? Une hausse de 3% des crédits de paiement par rapport à l'année dernière. Au total, le budget emploi pour 2021 s'élève à 13,2 milliards d'euros. À cela, il faut ajouter les 10 milliards du plan de relance. Mais pour Sophie Taillé-Polian, rapporteure spéciale de la Commission des finances, ça n'est toujours clairement pas suffisant. Écoutez. Force est de constater que ceux-ci sont insuffisants et restent même nettement inférieurs à leur niveau de 2017. Où il s'élevait à près de 17 milliards d'euros. Pensons que le financement global des politiques de l'emploi devrait être à l'intérieur de cette mission et ainsi en assurer une pérennité à la hausse afin de répondre à la crise sociale majeure que nous traversons actuellement et qui malheureusement semble devoir perdurer. Jean-Michel Arnaud, vous partagez ces critiques de votre collègue. Ce budget emploi 2021, il n'est clairement pas assez ambitieux ? Oui, il n'est pas assez ambitieux et comme pratiquement toutes les missions, c'est-à-dire les budgets qui ont été proposés au vote dans le cadre de ce projet de loi de finances, on a un manque de lisibilité pour une raison simple, c'est que dans le cas de la crise sanitaire, on ne sait pas où on va. Et entre le PLF de l'année dernière, le PLFR 4, il y a eu 4 rectifications en cours, et le projet de loi de finances aujourd'hui, plus au milieu le plan de relance qui devait normalement parachever la crise sanitaire, première version, on est effectivement dans le flou. Ce que je sais par contre qui n'est pas dans le flou, c'est la crise dans les territoires. Les difficultés d'un certain nombre de salariés, notamment de services liés à l'économie touristique, mais pas que, qui se trouvent dans des situations extrêmement difficiles et qu'il va falloir accompagner. Et puis il y a évidemment, à un moment ou un autre, actuellement on parle beaucoup de Valéry Giscard d'Estaing et de Raymond Barre, il y a des grands fondamentaux. Outre le fait qu'il faut rétablir la confiance entre les Français, un sujet qu'on a déjà abordé, il faut également penser que le quoi qu'il en coûte coûtera. Et qu'il faudra à un moment ou un autre regarder de quelle manière on va financer la dette colossale qui s'accumule et qui devra être assumée le moment venu par les générations futures. On parle beaucoup, vous y faisiez allusion, concernant l'interview sur le média brut du président de la République, de la jeunesse. Que préparons-nous pour la jeunesse de France ? La dette ? Le chômage ? L'extrémisme ? Non, donc il faut se requinquer, il faut réagir et il faut revenir à des fondamentaux qui est l'accompagnement en solidarité des populations souffrantes dans le cas de la crise sanitaire et d'autre part, réimaginer un projet pour la France afin de remettre de l'espoir, de la confiance et éviter de produire une dette qui ne sera pas supportable par les générations futures. Jean-Michel Arnaud, c'est l'heure de votre revue de presse, la revue de presse des Hautes-Alpes et on voit ça avec vous Steve. Alors Steve, dans la presse ce matin, la crise sanitaire et la crise sociale. Ouais, ce préavis de grève déposé au centre hospitalier de Laragne, c'est donc dans les Hautes-Alpes. Les soignants sont en colère, ils dénoncent les mesures du Ségur de la santé. Les 183 € d'augmentation ne sont pas accordés à tous les personnels du médico-social. Un courrier a été adressé à la direction, à l'ARS et à la députée des Hautes-Alpes. Jean-Michel Arnaud, vous avez reçu, vous, un courrier ? Oui, j'ai reçu le courrier du directeur du CHICAS, le centre hospitalier des Alpes du Sud. Oui, pour certains personnels, le compte n'y est pas.
pour les personnels hospitaliers bien sûr, notamment médico-sociaux, et puis je tiens aussi à le dire, le compte n'y est pas pour les personnels aussi indépendants, payés par des chèques emploi-service, payés au titre de l'aide à domicile, et les promesses qui ont été exprimées ici ou là, relayées fortement ces dernières semaines à l'issue du premier confinement, ne sont pas réalisées à la hauteur des espérances. Je pense que les derniers de cordée, qui sont en fait les premiers de cordée face à l'isolement, face à la solitude, face à la vieillesse, face à la dépendance, ne s'y retrouvent pas. Et si on n'avait pas eu toutes ces personnes-là à domicile, mais aussi les fronts de caisse dans les supermarchés, on n'aurait pas pu franchir l'étape difficile de la première crise, du premier confinement. Donc je pense qu'il faut remettre le sujet sur la table, tout comme le risque aussi, le cinquième risque doit être également sur la question de l'autonomie des personnes et le financement de cette autonomie doit être également remis sur la table. Moi j'aspire en cette fin de quinquennat à ce que l'on ne mette pas sous terre les réformes fondamentales, les retraites, l'autonomie et l'accompagnement des personnes âgées, et que l'on continue à réformer la France. Alors il y a une autre catégorie de population d'acteurs professionnels qui est en colère, Steve, ce sont les professionnels de l'enseignement artistique, l'enseignement culturel. Ouais, ils ont manifesté samedi dans la ville de Gap, manifestation très pacifique puisqu'ils ont dansé sur le parvis de l'hôtel du département. Leur message, il est clair, il faut rouvrir les cours et les écoles après les fêtes de fin d'année. Jean-Michel Arnaud, c'est aussi votre avis? Oui, on a une difficulté forte et probablement un manque de projecteurs sur les professions liées au culturel, les indépendants. L'événementiel aussi, qui est un secteur d'activité très important. On a beaucoup parlé des théâtres, des cinémas, mais il y a toute cette économie liée à la culture, liée à l'éveil, à la conscience de soi, et qui est laissé pour compte. Et je crois qu'il faut, autour de la ministre de la Culture, reprendre ce sujet. Et je crois que si on fait confiance au territoire, avec des protocoles sanitaires travaillés, exigeants, parce qu'il s'agit aussi de protéger tous les usagers, comme nous l'avons fait pour les stations de sport d'hiver, j'y reviens, on doit pouvoir quand même dégeler, décompenser un peu les situations terribles. Et j'ai vu, non seulement dans mon département, des témoignages, mais aussi au niveau national, d'extrême souffrance et de douleur extrême qu'il s'agit d'accompagner et de penser. On finit par un sujet très important dans les Hautes-Alpes et dans les territoires montagnards. Il s'agit du loup, Steve. Oui, comment cohabiter avec le loup? Je vous pose la question, Alex, mais le Dauphiné a la solution. En France, le loup a disparu dans les années 30, il est revenu au début des années 90. La population de loups connaît une forte croissance. La pression sur les troupeaux d'élevage est très forte. Le Dauphiné a recensé la liste des solutions proposées par les pouvoirs publics pour répondre aux problèmes posés par le phénomène, Alex. Jean-Michel Arnaud, merci beaucoup Steve pour cette revue de presse. Jean-Michel Arnaud, vous y croyez à cette cohabitation possible avec le loup? La cohabitation est compliquée. Elle est hélas aujourd'hui durable. Je dis hélas parce que évidemment ça impacte fortement tout le système agricole de pastoralisme des Alpes françaises et au-delà maintenant. Je crois qu'il faut simplement revenir à du bon sens. Le bon sens, c'est la proportionnalité. Nous avons une augmentation forte du nombre de loups. Il faut à due proportion un prélèvement, comme l'on dit pudiquement, pour dire le fait d'éliminer des loups à due proportion. Si nous avons 500 loups, ce qui est le chiffre officiel qui, de mon point de vue, est très faiblement apprécié, il doit y avoir à due proportion des taux de prélèvement pour, dans des zones spécifiques où, notamment dans les Alpes du Sud, le pastoralisme de montagne et les estives sont importantes à la fois pour l'élevage, pour le modèle économique des agriculteurs, et également pour la biodiversité, parce que la fonction de pastoralisme est importante, y compris pour la biodiversité dans les territoires intermédiaires de montagne. Il faut la proportionnalité, donc un niveau de prélèvement supérieur, et surtout, au-delà des chiffres fixés dans le cadre de ces prélèvements administratifs, une réalité de ces prélèvements pour faire baisser la tension, et puis un accompagnement spécifique des agriculteurs qui font le choix, pour certains d'entre eux, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se protéger avec des systèmes nouveaux de pastoralisme et d'élevage.
Merci beaucoup Jean-Michel Arnaud d'avoir été notre invité ce matin. Ça nous a permis de faire plus ample connaissance vu que vous êtes nouveau sénateur. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans un instant, c'est l'heure de l'invité politique. Aujourd'hui, je reçois Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Avant de commencer cette interview, on va continuer à parler de l'article 24 de la loi sécurité globale, puisque le texte est maintenant au Sénat. Les sénateurs travaillent en commission sur ce texte. Et d'ailleurs, le rapporteur centriste de ce texte sécurité globale pose la question de la